Bonjour mes amis intuitifs des chemins de l'intuition. Eh bien aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous parler encore une fois d'un livre passionnant, mais alors lui, non seulement il est passionnant, mais il est époustouflant. Il parle de sujets que vous aimez tous, hein, évidemment, sur le blog, des états modifiés de conscience. Alors, vous allez me dire, état modifié de conscience, c'est compliqué. Ben non, pas du tout. Vous allez voir que moi, j'ai été sidéré, c'est vraiment sidéré par ce livre, parce qu'ils nous disent vraiment, c'est alors j'ai la chance d'avoir avec moi en ligne, si j'ose dire, grâce à Zoom, les deux auteurs, Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier. Claude Charles, je ne me suis pas trompée dans votre prénom cette fois-ci, donc c'est bien. Alors voilà, c'est vraiment. Alors, je vous montre le livre. Voyage aux confins de la conscience. Alors, il est illustré parce que ce livre est déjà sorti il y a quelques années sans être illustré. Et franchement, le fait d'avoir des illustrations, j'ai senti vraiment aussi, il y a quelque chose qui se passe avec les illustrations. Et ce livre, avec les illustrations qui parlent d'un sujet vraiment extraordinaire, la conscience, eh bien, ça donne un livre époustouflant. Voilà, je vous laisse la parole, Sylvie et excusez-moi, je veux absolument vous appeler Charles-Henri et Claude Charles. Ah, c'est pas grave. C'est tout à fait charmant. Désolée, Voilà. désolée, mais vraiment, voilà. Alors, d'abord, vous venez comment dire, vous êtes docteur en biologie moléculaire, hein, si je ne me trompe, c'est ça. Puis vous êtes thérapeute. Alors, Psychothérapeute. ma première, pardon? Psychothérapeute. Oui, psychothérapeute. Ma première question est à l'un et à l'autre, comment vous en êtes arrivé à être intéressé par le voyage aux confins de la conscience et particulièrement les OBE et on va en parler après. Alors, première la dame, bon, qui commence? Honneur aux dames, alors. Euh, Bien, moi, en fait, on peut dire, voilà, depuis très jeune, je me pose pas mal de questions sur un peu l'univers, qu'est-ce qu'on fait là, enfin, un peu ces grandes questions. Et puis, j'ai fait des études scientifiques en espérant enfin, en pensant que je trouverais des réponses. Et puis, bon, malheureusement, j'ai assez vite déchanté en me rendant compte que la science n'avait pas les moyens de répondre à ces grandes questions, qu'elle expliquait comment ça marche, mais pas le pourquoi des choses. Donc, j'étais un peu déçue. J'avais l'impression que ce que je cherchais, je le trouverais jamais. Et puis, un jour, pendant que j'étais en train de faire mes études, enfin mon doctorat, j'ai découvert un livre qui s'appelle La Source Noire. J'en parle parce que vous aimez bien Oui, les je le livres. connais, oui, oui, la source noire, oui. Et donc, qui parlait des expériences de mort imminente. Donc, j'ai découvert les expériences de mort imminente. Et pour moi, ça a vraiment été, à ce moment-là, une révélation. J'ai tout de suite senti que c'était dans cette direction que je devais partir pour peut-être espérer avoir des réponses à mes grandes questions. Donc, en fait, c'était tellement fort qu'une fois que j'ai obtenu mon doctorat, bon, je suis d'abord partie aux États-Unis faire un post-doctorat à Berkeley. Et puis là, j'ai réfléchi et puis j'ai cherché des laboratoires, des endroits qui travaillaient sur ces sujets-là. Puis j'ai rien trouvé en fait. C'était un peu des chercheurs isolés qui s'intéressaient au sujet, mais en marge de leur recherche classique. Donc petit à petit a germé l'idée de créer un centre à Genève que j'ai créé en 99, qui s'appelait Noesis, le Centre d'études et de recherche noétique, qui était au début justement qui s'intéressait uniquement aux expériences de mort imminente et dans lequel je fournissais aussi un accueil pour les personnes qui avaient vécu ce type d'expérience. Et puis voilà, elles m'apportaient leurs témoignages et puis j'ai pu commencer mes recherches. Et puis bah, assez vite, j'ai découvert qu'il y avait d'autres expériences qui étaient tout aussi incroyables que les expériences de mort imminente, et notamment les sorties hors du corps. Euh, et là, en comparant les deux, je me suis rendu compte que pour moi, c'était la même expérience. C'est-à-dire que les sorties hors du corps euh, correspondent à une étape de l'expérience de mort imminente, donc cette sensation Hmm. de voir souvent depuis le plafond, mais elle survenait parfois dans des circonstances tout à fait banales et souvent depuis l'enfance. Donc je me suis dit, bien voilà, ça c'est le moyen en fait de peut-être pouvoir étudier dans un cadre de laboratoire cette fameuse étape qui est la seule en fait sur laquelle on peut faire des vérifications objectives, c'est-à-dire vérifier que c'est pas des hallucinations, qu'il y a bien quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et donc je me suis dit, ben voilà, on va essayer de travailler sur ces expériences qui vont nous renseigner aussi sur les expériences de mort imminente. Alors, monsieur, maintenant.
vous, non, mais je ne veux pas me tromper, alors Et excusez-moi, Claude après, Charles. Claude Charles, oui, Claude c'est parfait. Charles. Oui. Alors, Oui, comment vous en êtes arrivé à vous bah, avoir le même centre d'intérêt ou la voilà, même direction que Sylvie, alors? voilà, à m'intéresser aux états modifiés de conscience. Personnellement, j'ai vécu certaines expériences, déjà dans mon enfance, et puis après, dans ma, dans ma, dans ma jeunesse un peu plus poussée, j'ai vécu, là, j'avais une vie un peu dissolue, et là, j'ai vécu certaines expériences extrêmement fortes, mais qui ont été fondamentales pour moi. À la suite de quoi, d'ailleurs, j'avais été extrêmement perturbé et pendant plusieurs années. Et donc, la nécessité de faire un travail thérapeutique pour retrouver un peu les pieds sur terre est vraiment d'aplomb. Et à la suite de quoi, j'ai continué à m'intéresser à ces états spéciaux. Et donc, j'ai pu avoir à travers ça donc une approche intérieure par le vécu et une approche extérieure parce qu'on a croisé beaucoup de personnes vivant dans ce genre d'expérience. Et donc, j'ai un jour entendu parler de Sylvie. Donc, j'ai été frappé à la porte, elle m'a ouvert et on a commencé à collaborer. Donc, j'avais aussi, comme elle, le même intérêt pour les états modifiés et donc à peu près tous les états, mais comme cette recherche nécessitait de prendre un cas plus qu'un autre pour arriver à faire justement ce qu'elle a dit, la démonstration La de réalité. la réalité et un possible vécu en dehors du corps physique. Alors, vous parlez, donc, je remontre le livre, hein, Voyage aux confins de la conscience, illustré. Donc là, vous avez trouvé, enfin, vous avez cherché hein, plusieurs personnes qui pouvaient vivre des sorties du corps. Vous allez nous expliquer pourquoi OBA c'est mieux que les sorties hors du corps. C'est vrai que sorties hors du corps, des fois, ça peut paraître ésotérique, un peu spécial. Enfin, j'ai lu certains trucs, alors que vous, c'est tout à fait, ça a été fait, vous avez bien étudié. C'est votre formation scientifique, Sylvie, qui est vraiment, qui apporte une caution, hein, on peut dire, parce que bon, vous n'êtes pas une hurluberlue, hein, ça c'est sûr. Et quand on lit votre livre, non mais il y a des fois, franchement, moi j'ai dû m'accrocher. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment? Bon, on va en parler, mais alors, honnêtement, je me suis dit, mais il y a, bon, moi j'ai quand même un certain nombre de décennies, il y a à peu près une cinquantaine d'années ou une soixantaine d'années, ce livre-là, on aurait dit c'est de la science-fiction. Ouais. C'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont, hein. Mais c'est quand on sait que c'est vrai, alors on va en parler. Vous avez cherché des personnes qui peuvent comment dire, n'importe comment, pouvoir sortir du corps. Mais vous avez trouvé un cas, alors on va parler plus particulièrement de lui, parce que tous les 10 ans d'expérience dont vous parlez, c'est le cas Nicolas Fraisse, c'est vraiment un cas. Là, on peut dire, c'est un cas à étudier, puis c'est un cas parce que vraiment, il a vécu des choses et on les vit. Donc, vous avez établi des protocoles très, très, très rigoureux, etc., etc. Puis donc, vous avez, parlez-moi de Nicolas. Comment vous avez trouvé Nicolas? Je voudrais juste spécifier avant. Au niveau des sorties hors du corps, c'est des phénomènes qui arrivent généralement la nuit aux personnes. La difficulté pour faire le travail, c'était de trouver quelqu'un qui pouvait le vivre dans la journée et plus ou moins Plus ou volontairement. moins Oui, Parce c'est que ça, quand elle voulait, c'est ça, oui. cas qui sont aussi vécus à l'improviste, involontairement, suivant des situations qui vont favoriser cet état. Mais la difficulté pour faire l'étude, c'était ça, trouver un personnage qui puisse le vivre sur commande et la journée. Mais c'est ça, honnêtement, je vais vous dire que moi je trouve absolument étonnant. On a l'impression que c'est quelqu'un, je sais pas, hein, c'est incroyable ce qu'il vit. Non, franchement, c'est bon, incroyable. Donc Nicolas Fraisse, on va commencer à parler de lui et des premières expériences. Donc il est venu chez vous, c'est ça, vous l'avez trouvé, il est venu chez vous. Vous avez vu qu'il pouvait sortir depuis l'enfance, il avait des expériences. Donc, vous l'avez aidé aussi, hein, parce que ça l'a aidé à. Mais comment vous avez pu commencer vos expériences avec lui? Ben, Comment ça s'est passé au début?
ce qui s'est passé, c'est que déjà, Nicolas, il nous a tout de suite plu parce qu'il avait justement vraiment les pieds sur terre. Comme vous l'avez dit, dans ce domaine, il y a quand même de tout, hein. Il y a des choses quand même très... moi, justement, comme vous l'avez dit avant, enfin, en tant que scientifique, c'est vrai qu'au début, ça paraît complètement incroyable, cette expérience. On se dit, c'est juste pas possible, c'est de la science-fiction. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, s'il y a une seule chance de mettre en évidence que c'est pas justement une hallucination, mais qu'il y a quelque chose de vrai, alors il faut la saisir. Mais voilà, il fallait trouver la bonne personne. Et Nicolas, il avait tous les critères parce qu'en même temps, il avait cette envie de participer à un projet de recherche parce fallait être déterminé aussi, hein. Oui. Il a passé énormément de temps avec nous. Il venait ici tous les 15 jours à peu près pendant des années. Donc, ça a été vraiment un investissement de sa part. Et puis, le problème aussi avec ces phénomènes, c'est que nous, on voulait quelqu'un qui risquait pas de décompenser. Je veux dire, Oui, souvent, oui. c'est des gens assez sensibles qui vivent ça, et puis on voulait pas provoquer l'expérience. On voulait quelqu'un qui soit capable de, voilà, on lui disait, allongez-vous, essayez de vivre cette expérience, mais par vos propres moyens. Donc on a dû vraiment, on a vu une cinquantaine de personnes. Voilà, petit à petit, on a resserré, et puis Nicolas, il présentait vraiment toutes les, Le plus de conditions favorables. voilà, exactement. Mais malgré tout, c'était quand même assez compliqué parce que même lui, les premières fois où on a fait des tests avec lui, ça a réveillé des, des, des souvenirs, des expériences qui n'étaient pas forcément agréables. Et où là, on a vu l'importance d'avoir Claude Charles qui était psychothérapeute. Donc, c'est pas classique, hein, d'avoir aussi un psychothérapeute dans un projet scientifique. C'est aussi un petit peu notre marque enfin, notre façon de travailler, ce qui nous distingue des autres. Et là, on a vu l'importance justement d'avoir de Claude Charles qui pouvait l'aider à comprendre ce qui se passait en lui et petit à petit alors à régler des problématiques personnelles ou à dépasser des problématiques personnelles, puis comprendre de mieux en mieux comment ces expériences survenaient de manière à pouvoir plus ou moins les vivre à volonté. Parce que en fait, on s'est rendu compte que la volonté, c'est plutôt un frein. C'est que dès que les gens ils essayent de vivre l'expérience à tout prix, ben voilà, ça marche Oui, plus. c'est ça, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est que vous aviez rencontré d'autres personnes qui étaient capables de le faire, qui vous disaient qu'elles pouvaient le faire, mais dès qu'il y avait le stress, Voilà. le stress d'aller dans un laboratoire, enfin là où vous étiez pour les étudier, et ben voilà, il y avait plus rien. Donc le stress, évidemment. Et donc Nicolas, lui, il réunissait tout, hein, et puis pendant 10 ans, vous l'avez accompagné, et alors il y a eu plusieurs phases. Alors la première phase, c'est que lui, il peut sortir de son corps quand il veut. Hein, ça, c'est. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire OBE? Toi, tu veux Oui, dire quelque chose d'abord. il ne sort pas forcément systématiquement de son corps. C'est-à-dire, beaucoup de personnes vont vivre ce phénomène par une technique. Nicolas, lui, c'est instinctif, c'est Spontané. inné, Oui, c'est c'est ça, oui. spontané. Donc, lui, il ne pouvait pas apprendre une technique, ça lui aurait compliqué la Ouais. tâche. Donc, il fallait petit à petit trouver les conditions psychologiques, événementielles pour qu'il puisse vivre le phénomène. Et puis surtout aussi qu'il n'en souffre pas, parce que Voilà. c'est vrai que devait y avoir quand même, on vous avait dit, si lui, enfin, ça réveillait obligatoirement, ça devait réveiller des choses enfin, de son passé, de son enfance et tout ça. Et puis, bon, c'est quand même pas facile de vivre des choses comme ça, faut dire les choses comme elles sont. Alors, donc, C'est on va surtout, parler. Pardon? je suis désolé, oui, c'est surtout ce qu'on a remarqué au début, c'est-à-dire que c'est l'émotionnel qui est déclencheur beaucoup chez lui. Donc, il fallait trouver, savoir amorcer des événements suffisamment émotionnels, pouvant provoquer une réaction émotionnelle chez lui pour que puisse se produire le phénomène. Alors, donc là, il sort. Alors bon, je vous dis, quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir. Parce qu'il faut resserrer. Donc, alors, on continue à parler de Nicolas. Donc, lui, il sort, alors comme vous dites, quand il veut. Puis alors là, alors il s'en est rendu compte, c'est que, alors ce qui m'a époustouflé, c'est que il était chez lui, puis alors il peut être chez des amis, en train de voir ce qui se passe, etc., etc. Alors c'est quand même phénoménal. Est-ce que ça n'est pas quelque part quand même dérangeant pour lui? Alors on parle de l'éthique, hein, on parle de l'éthique dans votre livre, mais pouvoir aller n'importe où, est-ce que c'est pas quand même quelque part dérangeant? Est-ce que ça le dérangeait pas?
Alors, oui, lui, certaines fois, il s'est rendu compte des fois, il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir et il s'est rendu compte petit à petit, il s'est construit sa propre éthique. Et quand vous avez dit, il peut sortir quand il veut. En fait, c'est pas tout à fait ça. Nicolas, il faut que soit il s'ennuie, soit c'est qu'il y a une nécessité, enfin, quelque chose qui, comme l'a dit Claude Charles, émotionnellement le perturbe et il a besoin d'aller voir quelque chose. Par exemple, il est chez lui, il veut vérifier quelque chose à son bureau. À l'époque, il était comptable, il y avait quelque chose qui le dérangeait, bah voilà, instantanément, il va se retrouver là-bas. Donc, voilà, mais alors, donc il ne peut pas gérer quand l'expérience se produit. Bon, on l'a appris un peu à le faire, mais disons que dans une certaine mesure, quand il est chez lui, ça se produit un peu n'importe quand, mais après, il a appris à la bloquer. C'est-à-dire que quand il veut pas se retrouver à repartir tout de suite. C'est-à-dire s'il arrive dans une situation gênante, il s'en va tout de suite. Ça, vous l'avez aidé donc tous les deux là, justement, parce que ça doit quand même pas, ça doit pas quand même être facile. Bon, on va pas rentrer dans les personnes le liront, mais je veux dire, oui, effectivement, découvrir des choses que peut-être ils n'auraient pas aimé découvrir. Hein, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, il y a une chose moi qui m'a mais vraiment scotché, comme disent les gosses aujourd'hui, c'est que c'est l'histoire aussi. Alors, c'est pas Nicolas, mais l'histoire de ce pianiste qui, qui finalement a fini, enfin, était dans un endroit et puis il s'est vu en train de finir son concerto, enfin, le récital qu'il était en train de donner. Alors évidemment, j'essaye de concevoir, d'essayer de concevoir comment, bon, la conscience est non locale, soit, mais comment on peut expliquer ça? Ben, c'est le problème, c'est la dissociation de la conscience et du corps. Oui, Donc, mais ça peut être fragmentaire aussi. C'est-à-dire que la personne qui est en train d'agir peut continuer son action, par exemple conduire une voiture ou jouer du piano, et en même temps être en sortie de corps. Mais là, on tombe déjà sur des cas particuliers. Parce que la sortie de corps, le phénomène de sortie de corps, de OBE, il est très polymorphe. Et nous, c'est ce dont on s'est aperçu en travaillant ce sujet, c'est qu'en vérité, il y a énormément de différences et de façons de sortir de son corps. Et alors, on ne peut pas se baser sur un exemple particulier, parce que le voisin va vivre la chose d'une façon totalement différente. Et alors là, vous avez cité cette histoire de pianiste. Là, c'est déjà un cas en soi, et là, il faudrait étudier particulièrement ce cas. Parce que peut-être que, alors il y a une autre façon aussi par rapport à l'aspect de la conscience, c'est qu'il peut y avoir de l'expansion de conscience. oui. Différents La phénomènes. personne peut vivre les deux en même temps. Enfin, là, on tombe sur quelque chose de très, je dirais à ce moment-là, particulier, très pointu dans l'observation de ce que peut être une sortie. Mais peut-être pour répondre à votre question, comment on peut expliquer ces phénomènes, quels qu'ils soient, parce que comme l'a dit Claude Charles, il peut y avoir la sortie de corps, l'expansion de conscience, tout ça. Euh, alors, l'hypothèse qui est la plus, on va dire, plus logique, là, qui expliquerait le mieux les choses, c'est de dire que finalement, la conscience n'est pas produite par l'activité du cerveau, comme on le Oui. pense actuellement. Maintenant, c'est vraiment un peu le dogme des neurosciences. Voilà, l'activité des neurones va sécréter un peu la conscience. Et donc là, toutes ces expériences, comme les expériences de mort imminente et d'autres, semblent indiquer qu'en fait, cette conscience, elle n'est pas chevillée au corps, elle n'est pas chevillée au cerveau, elle est indépendante. Et si elle est indépendante, bah, ça suggère qu'elle n'est pas produite par le cerveau et qu'elle est là de manière indépendante. Elle était là Mhm. probablement avant le cerveau. Et le cerveau, alors on peut le voir comme un récepteur plutôt qui va réceptionner voilà, cette conscience. Après, il y a différents modèles qui valent ce qu'ils valent. Hein. C'est encore toujours des représentations qui sont certainement insuffisantes. Mais bon, voilà, ce serait un peu l'idée. C'est en tout cas que la conscience est quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus universel et qui n'est pas produite simplement par nos petites boîtes crâniennes. Oui, il y a de plus en plus enfin, dans les neurosciences, de scientifiques qui disent qu'effectivement la conscience est non locale. Hein, mais il y a encore un bastion qui défend le contraire. Alors là, je voulais vraiment vous poser la question, est-ce que le cas on va voir plus en détail, mais le cas de Nicolas
il est rarissime ou pourrait y avoir d'autres personnes? Et est-ce que, bon, vous, moi ou quelqu'un, on peut faire les mêmes choses? Ben, en fait, alors, je vais répondre, est-ce qu'il s'agit d'un cas spécial? Oui et non. Pour les sorties hors du corps, non. On peut dire c'est quand même un phénomène qui est quand même assez courant, puisque les études montrent qu'il y a en tout cas 10% de la population qui aurait au moins une fois dans sa vie ressenti cette sensation de se trouver à l'extérieur de son corps physique. Donc, c'est pas rien, 10%. Oui. Et selon les populations étudiées, ça peut monter jusqu'à 30-40%. Par exemple, dans les populations d'étudiants, ça monte beaucoup. Chez les jeunes, c'est plus courant que chez les personnes plus âgées. Donc c'est un phénomène que, voilà, que tout le monde, en plus, plus ça va, plus on pense que finalement tout le monde sort de son corps la nuit. C'est quelque chose qui doit être vécu naturellement comme le rêve, en fait, mais qui est différent du rêve, mais que tout le monde vivrait. Et comme le rêve, ben, la majorité du temps, on s'en rappelle pas, en fait. Après, Nicolas reste un cas spécial parce que lui, il a beaucoup d'expérience. C'est qu'il vit des sorties hors du corps, mais il vit aussi des phénomènes de vision à distance, d'expansion de conscience, de clairvoyance, de clairaudience, de télépathie. Enfin, il vit énormément de choses. Nous, on l'a accompagné, ça fait maintenant, on l'a dit, 17 ans qu'on l'accompagne. Et on a vu ses capacités augmenter avec les années, de se diversifier, en fait. Et ce qu'on pense, et ce que lui pense aussi, c'est que comme il se sentait accompagné par une équipe de scientifiques, psychothérapeutes, il s'est senti aussi en confiance et il a osé en fait s'aventurer dans toutes ses capacités en lui. Il l'aurait peut-être pas fait s'il avait été tout seul, parce que quand on l'a rencontré, il vivait que les sorties hors du corps en fait. Donc voilà, il reste un cas unique parce qu'on n'en a pas rencontré d'autres comme ça, mais c'est le seul en même temps avec qui on a travaillé Oui, autant oui, c'est ça. assidu. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Alors, il a eu, Nicolas, hein, vous l'avez accompagné, donc, alors là, vous parlez dans votre livre, c'est sur 10 ans, une dizaine d'années, il y a eu plusieurs phases. Hein. Alors, donc, au départ, vous avez étudié les sorties hors du corps, BE, hein, et puis petit à petit, alors, quelle est la différence? Comment peut-on voir qu'on vit une sortie hors du corps, que ça n'est pas une hallucination? Vas-y. Oui. Bah, en fait, nous, Protocole, voilà, on a mis au point un protocole en double aveugle pour vérifier justement la réalité de ces perceptions visuelles que Nicolas rapportait pour les distinguer d'une hallucination. Donc, on avait un système avec deux ordinateurs. Le premier était dans une pièce dans laquelle on était nous avec Nicolas. Et ce premier ordinateur était connecté à un deuxième ordinateur qui se trouvait dans la pièce adjacente, qui, elle, était fermée à clé, les stores étaient baissés pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas le moyen de savoir ce qui se passait dans cette pièce. Et dans le deuxième ordinateur, il y avait une base de données dans lesquelles il y avait 400 images. Ouais, 400 images. Et depuis le premier ordinateur, en actionnant le premier ordinateur, on lançait un programme qui allait choisir aléatoirement une image dans la base de données et la projeter sur un écran. Donc, au moment où on faisait cette manipulation, personne ne pouvait savoir ce qu'il y avait sur l'écran, même pas nous. Donc, c'est ce qu'on appelle le double aveugle. Et à ce moment-là, on demandait à Nicolas ou à d'autres candidats, mais bon, ça a été surtout Nicolas, d'essayer de sortir de son corps, d'aller dans la pièce d'à côté, de voir l'image et de revenir nous raconter ce qu'il avait vu. Donc, Nicolas le faisait. Quand il revenait à lui, on lui demandait de raconter d'abord, de décrire ce qu'il avait vu. Et ensuite, on rappuyait sur l'ordinateur qui lui présentait 20 images, parmi lesquelles se trouvait l'image cible qui avait été projetée. Oui. Et là, il devait l'identifier formellement, ce qui nous permettait, d'une part, d'éviter les biais de description, interprétation, et puis aussi de pouvoir faire un calcul de probabilité pour exclure qu'en fait, il choisissait la bonne image au hasard. Donc, il y avait tout un calcul ensuite pour pouvoir éliminer le hasard. Le hasard, et puis bon, ça n'était pas une hallucination. Alors, à un moment donné, vous parlez de remote viewing. Bon, moi, j'ai suivi le cours aussi, donc ça m'a particulièrement intéressé, entre autres, hein, parce qu'il y a tellement de choses. Alors, comment vous avez fait la différence entre, enfin, vous l'expliquez bien sûr dans le livre, mais ce que c'était une sortie hors du corps et pas le remote viewing, enfin, qu'il n'allait pas faire, bon, il n'allait pas se deviner quelque part
par intuition ce qui se passait quelque part, que c'était vraiment, il sortait réellement du corps. Voilà, il a fallu déjà que nous-mêmes, et lui avec nous, qu'on arrive à décrypter quand il se passe réellement une sortie du corps et quand c'est une vision à distance et quand c'est un amalgame des deux. Dans le cas de Nicolas, c'est simple. C'est simple. Nous, en tant qu'observateurs, quand il sort de son corps, tout d'un coup, on est au musée Grévin. C'est une statue. On peut être autour de lui, s'agiter, claquer des Il doigts, n'est et pas tout, là. il ne va pas bouger. Il a les yeux complètement dans le vide, immobile. Il n'est plus dans son corps. Là, c'est clair. Et quand c'est une vision à distance, eh bien, à ce moment-là, on lui parle. On peut lui parler, on lui dit, par exemple, va voir sur la place ce que tu vas voir, ce que tu veux apercevoir, est-ce qu'il y a des voitures et tout. Alors là, on sent qu'il a le regard à moitié fermé, puis petit à petit, on sent qu'il s'approche et l'image se précise. Et à un moment donné, l'image apparemment serait suffisamment précise pour qu'il nous raconte ce qu'il voit et que nous, à ce moment-là, on peut même le guider. Est-ce que tu regardes plus sur la gauche, il y a quelque chose, plus sur la droite? Voilà. Il y a une interaction en Voilà. fait avec lui. Nous, après, on peut vérifier d'ailleurs. Mais c'est quand même, il a quand même des capacités hors du commun. Ah Même que oui. vous l'ayez accompagné pendant 10 ans, maintenant 17 ans, mais non, c'est quand même extraordinaire. Et puis, moi, je trouve, enfin, à travers votre lecture, je tiens à signaler, donc je remonte le livre, hein, illustré, l'illustrateur, on en parlera, c'est vraiment, il vous a bien accompagné. C'est dans le fond et sur la forme. Dans le fond et la forme, il est exceptionnel, ce livre. Époustouflant, c'est le mot que j'ai employé et que je continue à employer. Mais je veux dire, on assiste avec Nicolas. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que il a beaucoup d'humilité quelque part et il se remet en question. Il est sympathique. Il est vraiment sympathique. Votre cobaye entre guillemets. Il est vraiment bon. Ça n'a pas dû toujours être facile, mais vraiment, il est sympathique. Puis Là, alors, vous, j'aimerais plus spécifier quelque chose parce que euh, ça peut s'apprendre par des techniques, la sortir du corps, ainsi que la vision à distance. Hein. la vision à distance, oui, ça je sais. Quelqu'un qui veut Mais hors du s'entraîner, corps, ah bon? ouais, aussi, puisque nous, on rencontre, nous, on croise énormément de personnes qui vivent des phénomènes, entre autres, par exemple, des sorties du corps, il y a des personnes qui vont y arriver à force de faire une technique. Alors, c'est pareil, là, on rentre aussi dans des formes de OBE un peu différentes. Certains vont rester plus proches du monde physique, d'autres vont pouvoir s'en éloigner. À C'est ce très moment-là, vaste. ça devient encore très complexe, très différent. C'est intéressant aussi d'observer la différence qui peut exister dans une sortie hors du corps suivant l'état psychologique, l'état vibratoire de la personne qui va vivre ou qui veut vivre le phénomène. Bon, enfin, Nicolas, c'est quand même un cas à part. On Oui, est bien Oui, d'accord. il y a une façon de oui, vivre l'expérience qui est très particulière. voilà. Lui, Oui, il a la sensation comme un vortex Oui, qui oui. se, au-dessus de sa tête. D'abord, il y a un décalage, comme s'il tombait en avant, il se décale un peu de son corps, puis ensuite, il se sent aspiré dans ce vortex, et pouf, il se retrouve ailleurs. Et puis là, il a la sensation d'être tout le lieu dans lequel il se trouve. Par exemple, s'il arrivait dans notre bureau, il serait le plafond, le sol, les murs, le bureau, nous. Il est tout. voilà. Et ça, c'est très particulier. Il n'y a que Nicolas. Enfin, non, il y en a peut-être d'autres, D'autres mais aussi, bien c'est sûr. rare. C'est plus, enfin, c'est une façon de vivre l'expérience qui est très Et particulière. c'est d'ailleurs ça qui nous compliquait la recherche, parce que euh, lui, il est trop subtil, trop fin, même presque dans son vécu. Il aurait fallu puisse trouver des personnes qui étaient vraiment en train d'appliquer une technique. Mm. Et parce qu'à ce moment-là, c'est plus tout à fait, il ne se passe pas forcément les mêmes choses. Mais lui, c'est du vécu, c'est inné, donc ça part tout de suite comme un. Il y a des gens, ils vont utiliser une technique, comme Oui, dit Claude Charles, ils vont vraiment avoir la sensation de sortir de leur corps et ils vont pouvoir dire, bon, bah, je vais me déplacer, je vais traverser le mur, je vais aller dans la pièce d'à côté, qui ont vraiment même cette réflexion pendant Oui. l'expérience. Nicolas ne réfléchit oui. plus, lui, il y a plus d'intellect, il est plus Nicolas, il est plus qu'un point de conscience, il est plus qu'une conscience. Donc c'est vrai que ça a compliqué Oui. l'expérience. Et souvent, les gens qui font des sorties de corps la nuit, justement, vivent des sorties de corps de proximité. Ils Oui, sont dans une vibration plus dense, on va dire.
Ben lui, il est allé loin puisque vous expliquez. Alors là, bon, il y a eu la voyance, hein, la voyance. Mais alors, moi, quelque chose qui m'a totalement sidéré, c'est quand il part dans le cosmos. Alors là, ça m'a complètement, ça m'a vraiment encore scotché. Je lui dis, mais le livre, il faut vraiment le lire avec du calme et puis savourer, hein, savourer parce que il y a tellement de choses. Je vous dis, bon, moi, bientôt 80 ans, il y a 60 ans, on aurait sorti un livre comme ça, Freddy les pauvres, et ça va pas là-haut. C'est de la science-fiction, c'est de la science-fiction. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé le cas Nicolas Fraisse. Oui, ah oui, oui, oui. Non, mais même vous, un scientifique, un psychothérapeute, étudier, enfin, vraiment de façon rigoureuse, parce que là, et puis répéter l'expérience, c'est ce qui en fait le côté scientifique. Puis bon, les cas, alors, moi, j'aimerais que vous nous parliez quand il est parti. Alors, c'était aux confins de la conscience aussi, mais dans l'univers, il est allé sur Jupiter, non, mais c'est hallucinant. Alors, est-ce que vous pouvez m'en raconter un petit peu? Parce que ça m'a tellement fasciné. J'ai retrouvé mon âme d'enfant. Les rêves. Elle est sur Mars et la Lune. Non, mais franchement. D'ailleurs, c'est drôle parce que Nicolas, lui, c'est un féru d'astronomie. Donc, pour lui, c'est un bonheur. Et il a commencé, lui, il fait des sorties de corps la journée, mais aussi le soir, juste avant de s'endormir, au moment de l'endormissement, tous les soirs, il fait une sortie hors du corps. Et bon, on va pas parler des autres cas parce qu'on va pas compliquer, mais voilà, une nuit sur deux, il part dans le cosmos. Et là, il voit des choses magnifiques. C'est ce qu'il dit. Il voit des étoiles en formation ou des étoiles en train d'exploser. Il voit des supernovas. Il s'est retrouvé sur des planètes. Il ne sait pas où c'était, mais il a vu des formes de vie différentes. Enfin, il voit des choses extraordinaires dans le cosmos. Ouais. Alors, comme il dit, pour lui, ça, c'est plus récréatif parce qu'il n'a pas le moyen. Il dit, en fait, il ne peut pas prouver que c'est vrai. Et Nicolas, c'est quelqu'un qui a toujours eu besoin de faire des vérifications. Depuis tout petit, quand il vivait des sorties hors du corps, par exemple, il était à l'école et puis il s'ennuyait, donc il sortait de son corps et il allait à la maison et il voyait son père en train de construire un muret. Donc, quand il sortait de l'école, il rentrait vite à la maison et il pouvait vérifier que son père avait effectivement construit un petit muret pendant la journée. Donc, toute sa vie, il a fait des vérifications parce que, voilà, il avait quand même peur de se dire, mais est-ce que je suis fou ou pas? Le cosmos, comme il dit, là, il ne peut pas faire de vérification, donc il savoure uniquement. Voilà, c'est son petit moment, c'est son bonheur, il adore ça et il fait des descriptions qui sont fantastiques. Non, hallucinant, mais c'est franchement hallucinant. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, en dehors que là, je l'ai déjà dit et je le répète, parce qu'on pourrait penser qu'effectivement c'est un livre ardu. Alors on parle de choses sérieuses, hein, on n'est pas en train de, on n'est pas chez les bisounours, mais c'est écrit. Alors je sais, vous l'avez écrit sûrement à quatre mains, hein, je présume, mais vraiment c'est vraiment à la portée de tous et c'est plaisant à lire. C'est vraiment plaisant. Il y a jamais de temps mort et puis voilà, je sais pas, moi je vous dis, j'ai retrouvé mon âme d'enfant, hein, qui est quand même un peu loin, hein, grâce à votre livre. Alors, il en est où maintenant, Nicolas? Vous continuez avec lui? Eh ben, on a encore communiqué avec lui hier. On continue d'être intéressé dans les échanges avec lui, mais pour l'instant, on n'est pas précisément dans une recherche quelconque. Alors, justement, j'allais vous demander, vous en êtes où, mais j'ai reçu, hein, ce livre, ben, c'est votre livre qui vient juste après. Donc, ça s'appelle Connexion, études sur les contacts avec l'invisible. Alors, c'est un livre, alors je rassure le public parce que c'est vrai que c'est un gros livre, on va dire, hein, c'est un gros livre. Il est encore plus gros que le premier livre que j'ai auto-édité qui faisait. Le vôtre, il pèse 1 kilo, hein, le mien, il pesait 800 grammes. Alors, vous me battez au poids. Vous me battez au poids. Mais vraiment, là aussi, vous avez les deux, enfin, je m'adresse aux deux, une façon d'expliquer les choses, une façon simple d'expliquer les choses. Et là, j'en suis qu'à la page 90, hein, on va dire la vérité. Et je ne voulais pas qu'on le chronique, je ne voulais pas le chroniquer avant d'avoir tout lu. Alors, je vais être franche avec vous. Ceux qui vont voir cette vidéo, j'avais dit à Sylvie, je vais le lire en diagonale. Voilà, vous savez, sur mon blog, tout le monde sait que je suis très, très franche. Mais quand j'ai commencé à le lire, ah non, j'ai dit, c'est pas possible.
Je l'ai déjà recommandé à plusieurs amis. Et vraiment, pouvez-vous nous dire, parce que moi, je ne peux pas en dire beaucoup, bon, ça parle d'un sujet tout à fait particulier, étude sur les contacts avec l'invisible. Alors, comment est venue l'idée de ce livre? Alors, en fait, les deux livres sont liés parce que le début de l'histoire, c'est la fin de Voyage aux Voilà. confins de la conscience, où un jour, la fondation qui nous finançait nous a demandé de monter un protocole pour essayer de prouver le phénomène de clairvoyance. Et donc là aussi, on a monté un protocole avec des séries de 4 images. Et puis, une était choisie au hasard, scellée, présenter un candidat et il devait essayer de deviner ce qu'il y avait dedans et ensuite d'identifier parmi les 4 images celle qui était l'image cible. Donc, c'est une expérience où le hasard, c'est une chance sur 4 de tomber juste par hasard quand on a 4 images. Donc, si on avait prévu de faire 100 tests, donc on s'est dit s'il y a 25 réussites sur 100, 25% de réussite, ben voilà, c'est le hasard. Donc, il fallait être au-delà de 25% de réussite. Et puis, on avait essayé testé un certain nombre de personnes qu'on connaissait qui obtenaient 30% de réussite, ce qui était déjà bon, un bon score, mais bon, on s'est dit ça va pas révolutionner le monde parce que ça a déjà été fait, donc bon. Et puis on a testé Nicolas, et Nicolas avait aussi ce pourcentage-là de 30% de réussite. Mais comme on s'entend bien avec lui, on s'est dit bon bah c'est avec lui qu'on va travailler. Et puis un jour, voilà, la fondation qui nous finançait nous a pressé de passer au test officiel où là, toute la procédure a été faite avec un contrôle d'huissier, où tout a été décomposé pour qu'on soit sûr que personne ne savait ce qu'il y avait dans les enveloppes. C'est l'huissier qui faisait toute la procédure, qui scellait les enveloppes, enfin, voilà, de manière très, très rigoureuse. Tu veux raconter le... Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été dans l'urgence parce que les tests devaient commencer le lendemain et puis Nicolas, il était toujours un petit peu... Bah, il avait ce 30% de réussite quand Voilà, même, c'était mais quand même pas mal, mais c'était pas assez pour, je pense, pour que ce soit des tests qui soient Marc, remarquables. ouais. Donc, euh, Nicolas, à cette époque, il s'était mis à faire des soins. Il avait un petit cabinet, puis il faisait des soins, donc il recevait des personnes sur une table de soins. Et puis, sa façon de faire les soins, lui, c'était de sentir dans l'énergie des gens euh, des choses qui étaient remarquables. Et ça Il y avait des informations. il avait des informations, mais qui se présentaient souvent comme des visions. Donc, à partir de là, vous pouvez soigner les gens. Mettons, la vision, ça va être un grenier en désordre. Alors lui, il remettait de l'ordre dans le grenier et la personne, après, était beaucoup mieux dans sa peau. Donc, à un moment donné, l'idée, elle est venue d'utiliser ses capacités pour faire le test. Donc, alors, la veille au soir, avant qu'on se quitte, j'ai pensé que peut-être on pouvait reconstituer le même scénario. C'est-à-dire, on a mis une table de soins sur place et l'enveloppe cible, on l'a posée sur la table et il a fait le même travail, c'est-à-dire, Sur l'enveloppe. voilà, Voilà. il faisait le même travail que sur un corps et tout d'un coup, là, il n'a pas eu une vision, mais par contre, il a entendu un son et il dit, j'entends de la musique disco. Il a aussi une vision parce il a vu un cow-boy, un Ah oui, policier et un indien. voilà, c'est en même temps. Et il dit, j'entends une musique disco. Donc, on a pris les enveloppes, on a ouvert, et dedans, il y avait le groupe Village People. Village People. Et là, on a senti que c'était cette façon-là qu'il fallait utiliser avec Nicolas. Avec un autre candidat, peut-être pas, mais avec lui, c'était d'adapter vraiment le protocole pour lui, en fait. À cette capacité précise. Et donc, le lendemain, ben, on a Alors, continué de la même façon. on a commencé comme ça, et puis donc Nicolas avait des informations effectivement visuelles qui arrivaient assez facilement et qui étaient très précises, donc il pouvait choisir facilement parmi les 4 images qu'on lui présentait l'image qui était enfermée. On avait décidé de ne pas dépouiller avant les 100 tests pour ne pas le perturber si jamais ça ne marchait pas. Donc, on ne savait pas, en fait, si ça marchait ou pas. Et au 7 ou 8e test, il a entendu une voix, ce qui n'était pas du tout, pour lui, il n'était pas coutumier de ça du tout. Il a entendu une voix qui lui a dit, ça ne va pas assez vite. Alors là, il est devenu blême. Il nous a dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis on lui a dit, bah, il a dit, qu'est-ce que c'est? On lui a dit, bah, on ne sait pas, mais il faut continuer, on verra bien. Et à partir de là, il a continué. Et là, il a reçu, alors non plus des images, mais des informations auditives. Donc,
On était dans un projet clairvoyance, on est parti dans un projet clairaudience. Il a entendu des informations auditives, et là, qui étaient toujours extrêmement précises, et qui lui permettaient voilà, de choisir, mais sans aucun doute, la bonne image. Et alors d'abord, ça a été des chansons, il entendait des musiques, un peu comme la veille, avec le Village People. Puis ensuite, il a eu des petits textes, Oui. comme des devinettes, par exemple, pas des bois, mais très drôles. Et dans les images, il y avait Muriel Robin. Chanson, par exemple, Piaf, je sais pas quoi. Ouais, mais je ne veux pas trop donner de détails parce que je ne sais pas si on parle beaucoup, donc je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps. Donc, vous pouvez Euh, parler, mais voilà, parce que j'aimerais, si vous êtes d'accord, quand j'aurai fini de lire le livre, parce que bon, là, il y a du matériel, hein, j'aurais voulu, pour les personnes, vraiment, c'est un livre à offrir. Hein, on va arriver à Noël, et franchement, vu, vous voyez, alors je montre hein, pour les lecteurs, vous voyez, vous donnez beaucoup d'exemples, ça n'est pas aride, votre livre n'est pas aride. On pourrait penser qu'un un monument comme ça, c'est aride. Ben non, c'est pas aride du tout. Il y a beaucoup de. Il est très vivant. on Alors, fait toujours en sorte que ce soit très facile d'accès, qu'il y ait oui, oui, beaucoup de témoignages, beaucoup d'anecdotes pour que, voilà, que les gens soient emportés Très vivant. et qu'ils vivent un peu ce qu'on a vécu nous, parce que nous, on a toujours, ça fait 25 ans qu'on travaille dans ces domaines-là ensemble. Euh, on est émerveillé par ce qu'on oui, découvre et on a envie de transmettre en fait cet émerveillement. Mais peut-être juste pour conclure, juste sur Nicolas, pour vraiment que les gens comprennent bien la jonction oui. en deux phrases. Donc Nicolas a reçu tous ces textes qui sont devenus ensuite poétiques, avec des quatrains, des rimes, enfin des choses très très belles. Et quand on a dépouillé, il a eu 79% de réussite. Oui, Ce qui est milliards de millions. Hein. voilà, une chance sur 69 milliards de milliards que ce soit dû au hasard. Donc vraiment quelque chose d'hallucinant Hallucinant, oui. d'expérience. Et ensuite, on s'est dit, mais pourquoi ça s'est produit? Pourquoi? Alors on veut faire un truc très scientifique, on a un phénomène aussi bizarre qui se produit. Donc, on a décidé de continuer à poser des questions à Nicolas, mais cette fois des questions un peu plus intéressantes que qu'est-ce qu'il y a dans une enveloppe, mais toujours avec le même procédé. On écrivait des questions sur le sens de la vie, sur la conscience, enfin différentes questions. On enfermait dans des enveloppes, on les mélangeait et on lui en donnait une. Et là, on a reçu des textes extrêmement beaux, des textes très spirituels, mais vraiment très, très beaux, qui nous ont fait penser à un dialogue avec l'ange. Je ne Oui, sais pas c'est si ça, vous oui. connaissez. Et, euh, et là, pour nous, ça a été un peu petit à petit, on s'est dit, mais c'est pas possible, il faut on peut pas ne rien faire avec ça. Pourquoi ça s'est produit? Ça nous a donné l'envie d'en savoir plus, en fait. Et on a commencé une étude sur ces phénomènes de clairaudience, parce qu'à partir de là, on a reçu plein de témoignages de gens qui racontaient la même chose, en fait. Parce que ce qui était intéressant d'observer dans la première série de tests, c'est-à-dire que Nicolas était une sorte de transmetteur d'informations. Et nous, avec les informations qu'il donnait, on pouvait faire le même choix ou même un choix meilleur que ce qu'il faisait dans les images. Nous, si c'était nous qui avions fait les choix, on aurait eu peut-être 95% de bonnes réponses. Lui, à certains moments, il était bloqué parce qu'il avait une ignorance par rapport, Il manquait des voilà, connaissances où il ne savait pas très bien culturelles. Ouais. déconnecter le rébus par rapport à l'image. Donc, ce qui nous est apparu, c'est que c'était Nicolas extraordinaire, mais ce qui était encore plus extraordinaire, c'est que nous, on pouvait profiter de ce qui était révélé dans les messages. Et c'est donc ce qui s'est passé après. Il est resté la personne réceptrice, le transmetteur, mais c'est la globalité des humains, quelque part aussi, qui recevait les messages et qui pouvait se mettre en résonance avec et savoir les vivre, les interpréter. Donc l'invisible, là, parce que vous traitez de l'invisible sur beaucoup de pages, je répète qu'il faut vraiment prendre le temps et le savourer, c'est vraiment le savourer. Et vous traitez de l'invisible, dont la clairaudience, la clairvoyance, et quoi encore? Alors là, c'est-à-dire qu'on a fait un peu un état des lieux au début pour expliquer toutes les façons avec lesquelles on peut euh, recevoir des informations de l'invisible. Alors, il y a certaines personnes, ça passe par l'audition, d'autres par la vision, d'autres par l'écriture automatique, d'autres, ça va être des dessins, et des gens qui posent des questions et ils reçoivent un dessin qui va leur permettre de
voilà, qui leur donne une réponse. Il peut y avoir, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a des gens qui utilisent une technique aussi pour entrer en contact avec l'invisible, hein. Ça peut aller du Ouija à des techniques de semi-hypnose. Voilà. Donc il y a vraiment mille et une façons d'entrer en En contact avec contact, oui. l'invisible. Nous, après, on s'est quand même comment dire, concentré sur ces phénomènes de clairaudience et on a choisi 9 personnes, qu'on appelle des personnes réceptrices, à qui on a posé les mêmes questions pour voir si elles obtenaient les mêmes réponses. Voilà, c'était la démarche scientifique quelque part. Oui. Ce qui nous intéressait au départ, c'était de voir s'il y avait une cohérence dans les réponses de toutes ces personnes. Et finalement, on a été pris à notre propre piège parce que ce qui nous a semblé tout d'un coup intéressant, c'était les réponses Elles-mêmes. elles-mêmes, c'était le contenu des réponses. Après, quelque part, bon, c'était bien qu'elles soient toutes cohérentes, mais c'est pas ça qui nous a pris au ventre. C'était vraiment la profondeur des textes qui ressortait à chaque fois. Alors, pour terminer, je présume qu'avec tout ça, aussi bien le premier livre que le deuxième livre, bon, on a accès à des domaines supérieurs, hein, alors, on en parle dans le premier livre, Voyage aux confins de la conscience. Ben, Nicolas, il a découvert sa spiritualité, puis il a développé par rapport à ça, parce que bon, quand on parle de l'invisible, automatiquement, on a un peu, enfin, on pense à Dieu, si on croit, si on est croyant, ou la force qui a quelque part, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est abyssal ce que vous avez fait. C'est ça. Je comprends quand vous dites que les réponses. Moi, je vous dis rien qu'à lire vos livres, vraiment. Alors là, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et alors, petite question. Maintenant que voilà, je sais que vous avez écrit ce livre-là. Je piaffe d'impatience de savoir si vous avez d'autres idées en tête. Bah, pour l'instant, on a d'autres projets dont on ne peut pas trop parler, Ah, mais on va attendre de voir voilà, déjà ce qui se passe avec celui-ci. Mais on a un autre projet de recherche qui va démarrer, mais sur un sujet un petit peu différent. alors, je vous pose la question, est-ce qu'on peut prendre des cours pour développer certains dons? Est-ce qu'on peut prendre des cours quelque part? Ou comment ça se passe? Ou malheureusement, on peut lire vos livres et puis bon, je suis un peu dépité, moi, j'aurais bien aimé. Alors, est-ce qu'il y a des cours qu'on peut prendre quelque part? Non, vous ne donnez pas de Il y a, formation? il y a sûrement des personnes qui font ça, c'est pas nous. Nous, on a donné quelque part plutôt le truc le plus basique qui soit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à mettre le silence dans sa tête, eh bien, tout peut arriver. Oui. En fait, c'est ça. Vous êtes, pardon. On revient à des choses très simples, quoi. C'est que c'est à la portée de tout le monde. Si on a vraiment cette envie de découvrir mais c'est simplement en étant extrêmement présent à soi, présent à ses ressentis, parce que ça passe beaucoup par les ressentis corporels, en fait, ces contacts. Donc, c'est revenir plutôt dans l'instant présent, utiliser la méditation, la nature, et pas vouloir trop. De nouveau, la volonté, c'est plutôt quelque Oui, chose. voilà, c'est ça. Oui, c'est trop, oui. C'est le lâcher prise, hein. C'est vrai que on se rend compte quand on lâche prise que il y a des choses qui arrivent, hein. Bon, moi, c'est vrai que il m'a fallu quand même pas mal d'années, pas mal de décennies, comme je dis, pour comprendre que plus on lâchait, plus les choses arrivaient. Ce qui doit nous arriver arrive. Voilà. Exactement. C'est Faut être c'est- disponible, en fait, se mettre en disponibilité. Donc, pour être disponible, il faut un petit peu calmer ce qui se passe dans la tête, quoi. oui, calmer le petit vélo là-haut, hein. Voilà, Exactement. exactement. C'est là à Eh bien, partir écoutez. de... Alors, je vous remercie infiniment, hein. Alors, je sais pas si je vais arriver à le tenir d'une seule main, l'autre, hein. Mais oui, mais oui. Alors, je présente vos 2 livres. Il y en aura peut-être un troisième, on ne sait pas quand, mais peut-être. Voilà, mon intuition me dit que peut-être il y en aura un troisième. Alors, peut-être pas tout de suite, mais quand même dans un petit temps. Il y a déjà un troisième. Il y a Il y a un déjà, troisième, mais il est avant les c'est autres. le premier, ouais. Ouais. Ah, mais c'est lequel? Ça s'appelle Ah État oui, oui, modifié. vous l'avez édité chez Très Daniel. Oui, 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 oui. Non, Non, chez Fabre. c'est Chez Fabre. Fabre. Ces deux-là Vous en sont avez chez édité un aussi chez Très Daniel. Les deux que vous avez sont chez Très Daniel. Il y en a Ah, une d'accord, autre avant. d'accord. Il y avait un autre avant. Oui, Ouais. ah, bon, alors, Il y a déjà alors le 3. quatrième. Le On en verra quatrième. Voilà, le quatrième. Mais écoutez, je vous remercie infiniment pour cette
interview sympathique, hein, on va dire, sympathique, pour parler de sujets vraiment extraordinaires, époustouflants, c'est le mot. Écoutez, Voilà. vous allez découvrir vraiment les personnes, je m'adresse à vous, lecteurs ceux qui vont visionner sur YouTube ou sur mon blog, lisez ce livre, vous allez découvrir des choses. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut faire, de ce qu'il peut y avoir. Je crois que la science-fiction est largement dépassée. En lisant ce livre, franchement, c'est ce que j'ai pensé. Je vous remercie Voilà. infiniment. Et puis, Merci. à très, très bientôt pour le 4e livre. Non, on va chroniquer si vous êtes d'accord. Quand j'aurai fini, j'aimerais bien, Bien sûr. hein, Avec si ça ne vous ennuie pas, c'est pas Voilà. demain, hein, ça va pas être fini cette nuit, même si je suis insomniaque, mais quand même. Je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt. bientôt. Merci. Merci. Merci à vous. Au revoir.